Les enfants se retrouvent au cœur de la déchirure, que dis-je, la division qui règne aujourd'hui entre les couples, les parents. Ce fait de société prend tellement d'ampleur que l'on se demande au milieu de tout cela quel impact ces séparations pourraient avoir sur l'éducation, la scolarisation et l'avenir des enfants. Nous avons déjà commencé par débattre de ce thème depuis la semaine dernière et cette fois-ci nous irons plus en profondeur en abordant le côté psychologique de la chose. Qu'est-ce que la séparation des parents peut créer psychologiquement sur le bien-être des enfants? À cet effet, j'ai deux invités avec moi ce matin. À ma droite, Madame Anniké, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Merci d'être sur ce plateau avec moi. Merci. Mais je vais vous laisser vous présenter aux téléspectateurs. Je suis Anniké Talibou, docteur en sciences de l'éducation, formatrice, enseignante à l'UAC et directrice d'école. Ah là là, tout ça pour vous, tout seul. Alors j'ai à ma gauche coach Amédée Posé Atolou. C'est bien cela? Exact. Madame Atolou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? À merveille, je me porte. D'accord, vous allez vous présenter aussi aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci. Alors, je suis Amédée Posé Atolou, coach, experte formatrice en Mind Education, éducation au changement de mentalité et spécialiste de la thérapie du cœur. Aujourd'hui, je n'ai que des grandes dames avec moi. Ah ben moi-même, j'ai besoin de changer mon mindset. Venez donc à mon école. N'est-ce pas? Nous allons démarrer cette émission, mais avant, faisons un tour à la régie pour la pub. Publicité. Ayon heyan, ayon sunu heyan, ome suri heyan. Dami tu ne fais que me faire des surprises. J'en ai fait une pour toi aussi. Mayonnaise aromate. C'est succulent Voilà. et ça a un goût unique. Ma chérie, désormais, l'assaisonnement est assuré. Les bouillons crevettes sont là, les bouillons poulets sont là, Waouh. et Les bouillons épices sont là. Aromate, le meilleur du goût. Le meilleur du coup, vraiment. Les mayonnaises Mondélis, à chaque instant, un goût exceptionnel. Mondélis est en vente partout. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans le salon de l'enfant, votre émission qui traite les sujets en rapport avec la petite enfance. Et aujourd'hui, j'ai déjà deux invités avec moi. Elles se sont présentées tout à l'heure, mais nous allons y aller tout de suite. Ma première question va s'adresser à Madame Anniké. Alors, Madame Anniké, quelles sont les conséquences directes psychosociales de la séparation d'un couple? Et peut-il avoir plusieurs types de séparation? Si oui, lesquelles? Merci pour la question. Les causes de la séparation d'un couple, elles sont beaucoup. Ok. Elles sont énormes. Déjà, l'enfant qui vit la séparation des parents est stressé, n'est pas lui-même. C'est un enfant qui se demande qu'est-ce qu'il a fait au monde pour pouvoir mériter ce genre de sort, parce qu'il voit ses autres camarades avec leurs parents et il se pose pas mal de questions.
Et lorsqu'il en arrive qu'on ne lui explique pas pourquoi la séparation, l'enfant est vraiment perdu. S'il n'y a pas que l'enfant, même nous adultes, nous n'aimons pas la séparation. Et qu'en est-il des enfants qui, jeunes comme ils sont, voient leurs parents déchirés, voient leurs parents le matin, on se dit, qui va m'amener à l'école? Je me retourne, je ne vois personne. Et donc, l'enfant est dans un monde apeuré, l'enfant est dans un monde où il ne comprend pas ce qu'il vit, il ne comprend pas ce qui se passe à côté de lui. Il est craintif, ces gens d'enfants sont souvent craintifs et c'est pas mal de choses, parce que quand nous parlons de la psychologie de l'enfant, ça touche aussi à son développement, l'affectivité de l'enfant est atteinte. Et c'est beaucoup, puisqu'on est là pour en parler. Je pense que tout au long de l'émission, nous allons relever assez d'aspects concernant ces préoccupations des enfants qui sont dans un système ou bien dans une dynamique de séparation des parents. Alors, s'il y a plusieurs formes de séparation, je pense que dans le cas d'espèce, nous sommes en train de parler de la séparation du point de vue de divorce, Oui. Mais on peut aller bien au-delà de ça, selon moi, parce que lorsque le parent n'est pas présent pour une question de voyage, c'est déjà une forme de séparation pour l'enfant. Lorsqu'il arrive que le parent décède, c'est aussi une forme de séparation pour l'enfant. Et tout ça a ses conséquences sur l'enfant. D'accord. Du coup, quel impact la séparation des parents, on a commencé déjà par répondre à ça, sur le bien-être des enfants, mais je dis, lorsqu'une famille se divise, les enfants, est-ce que les enfants tirent davantage dans cette séparation-là? Si oui, dans quel cas c'est possible? Parce que généralement, c'est le contraire. Mais est-ce qu'il y a quelques avantages dans cette histoire de séparation des parents en fait? C'est oui, mais ça dépend de comment la séparation s'est faite. Lorsqu'il arrive que les parents sont des parents entre griffes toxiques, parce que malheureusement, il y a des parents qui sont toxiques pour leurs enfants. S'il arrive que les parents soient toxiques, par exemple, il y a un père qui est violent, il y a une mère qui est violente, l'enfant n'est plus en sécurité dans cet environnement. Et donc, la séparation, je pense, pour ma part, ferait plus de bien à l'enfant. Parce que l'enfant qui voit ses parents violents en train de se frapper, à moins que l'enfant-là ait développé une résilience, à moins que l'enfant-là ait vu des gens qui l'ont sorti de ce milieu, l'ont aidé à changer de mentalité, puisque nous sommes avec coach Amédée qui parle de changement de mentalité. On dit, on ne donne que ce que l'on a reçu. C'est fort probable que cet enfant puisse, à l'âge adulte, reproduire le même schéma parental qu'il a eu à vivre. Donc, lorsque l'environnement n'est pas sain pour l'enfant, encore que quand nous parlons des droits de l'enfant, il faut forcément que l'environnement de l'enfant soit un environnement sain pour son développement psycho-affectif. Donc, la séparation, parfois, elle est bienvenue lorsque l'environnement n'est pas bon pour l'enfant. Si les parents se tapent à longueur de journée, violence physique, si les parents usent de violence verbale, ce n'est pas bien pour le développement psychologique de l'enfant. On est arrivé aujourd'hui, surtout avec la neuroéducation, la neuroscience a dit que les émotions affectent le développement du cerveau chez l'enfant. Et lorsqu'elles sont négatives, alors là, vous voyez vous-même comment le tableau se présente. C'est ça. C'est ça. Et coach Amédée, moi j'aimerais savoir, un couple qui se sépare, par exemple, et les enfants sont aussi partagés, quelles seront les conséquences sur l'éducation ou le bien-être psychologique et l'avenir de ces enfants-là? Merci. Déjà, comme l'a dit Dr Aneke, la séparation affecte énormément le mental et la psychologie des enfants. Maintenant, quand les enfants sont éparpillés, si je comprends bien votre question. Oui, ils sont partagés. Quand les enfants sont partagés, c'est-à-dire ils ne sont pas ensemble. Exactement. Pour gérer ensemble les déboires qui naissent des séparations
avec les enfants, c'est ça. encore plus compliqué. Parfois, il y a des séparations, j'en ai déjà vu, où peut-être on a 4 enfants et peut-être 2 vont avec papa et 2 restent avec maman, des choses comme ça. Il faut Par comprendre exemple. là que déjà, les éducations ne seront pas les mêmes. C'est ça. Parce que le papa voudra inculquer aux 2 autres qui sont restés avec lui son éducation à lui. Et la maman, elle aussi, fera pareil avec les 2 C'est autres ça. enfants. Du coup, dans la fratrie, quand les 4 enfants vont se rencontrer, ils finiront par grandir, ça va générer par la suite assez de malcompréhension. Ils ne pourront pas être en mesure de se partager leurs différends, de se partager même les expériences qu'ils auraient vécues ensemble. Pourquoi? Parce que l'un ayant reçu une autre manière de voir les choses, il y aura toujours des conflits entre les frères et sœurs. Parce que ce que l'autre a appris là-bas, il voudra appliquer à son frère qui est ici et vice-versa. Du coup, il y a toujours un conflit qui est là, présent et qui affecte la fratrie et ça divise énormément. Ça divise énormément. Je prends le cas des enfants qui naissent avant qu'on ne se remarie. Oui. Je suis l'exemple vivant. Ok. Je suis l'exemple vivant. Moi, ma mère m'a eu avant de se remarier après. Et donc, je suis entrée dans une autre famille. Alors, du coup, avant que je n'entre dans cette famille, j'avais déjà reçu une certaine éducation C'est ça. venant de ma mère. C'est ça. Maintenant, quand je suis arrivée, c'est une toute autre éducation à laquelle je devais Fais me face. soumettre, faire face pour être en mesure de pouvoir préserver l'harmonie entre mes frères et sœurs qui sont nés après moi. Donc du coup, ça n'a pas toujours été facile parce que l'un n'arrive pas à comprendre l'autre. On n'est pas dans le même diapason et la fratrie en prend sérieusement un coup. Mais dans ce sens, qu'est-ce qu'on peut préconiser ou bien qu'est-ce que vous préconisez en cas de séparation? Est-ce que les parents doivent s'entendre pour laisser les enfants à une seule personne ou comment le truc devait se passer en fait? Vous savez, dans le cas d'espèce, l'idéal aurait été que tous les enfants vivent ensemble, reçoivent la même éducation. C'est l'idéal pour éviter les problèmes, les non-dits, pour éviter les disputes, les animosités. Parce que les enfants qui sont séparés, déjà, la séparation des enfants, des parents, affecte déjà l'enfant. Maintenant, il faut que l'image que l'enfant a devant lui, qui est celle de son frère ou de sa soeur, l'enfant se dit, je n'ai plus mes parents là, mais j'ai au moins mes frères et sœurs, sur qui je peux compter, avec qui je peux développer une certaine harmonie. Et du coup, vous lui arrachez encore ça, l'enfant, il est déboussolé. Donc l'idéal aurait été que les enfants vivent ensemble avec un parent ou avec l'autre, quitte à ce que le parent qui n'a pas la garde des enfants puisse avoir la permission, l'autorisation d'être aussi présent dans la vie des enfants pour préserver l'équilibre de ces derniers. Donc du coup, il faut préconiser au-delà de tout. Je dis toujours au-delà de tout, même quand on est séparé, même quand on n'a plus envie de se remettre ensemble, il faut privilégier l'intérêt, le bien-être des enfants. Parce que les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Ils sont juste des victimes collatérales. Et on ne peut pas toujours les léser dans cette affaire-là. Il faut qu'en étant parents, que nous puissions comprendre que nos enfants, nous devons privilégier au-delà de tout. Nous devons laisser nos égos de côté et privilégier leur épanouissement personnel. C'est très, très important. D'accord. Mais c'est très profond hein, ce sujet-là. On va aller plus explicitement. Je vais demander la séparation là. Je sais pas comment ça affecte physiquement, oui, intellectuellement et moralement les enfants. Madame Anniké. Oui, bien avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même appuyer ce que
coach Amédée a dit. Oui. Vous savez, il n'y a pas que le père qui fait des enfants, il n'y a pas que la mère qui fait des enfants. C'est une triade au fait. Et lorsqu'il arrive qu'il y ait séparation, il faut qu'on puisse permettre, c'est tellement important qu'on puisse permettre à l'autre parent qui n'a pas la charge de l'enfant d'avoir un rapport avec l'enfant. Oui. Il ne faut pas qu'on cache ça au fait, parce que qu'est-ce qu'on rencontre souvent, bien qu'est-ce qu'on entend souvent dire, surtout si ce qui a été à la base de cette séparation est douloureuse pour les deux, on commence par donner des étiquettes dans notre socioculture, parfois même si c'est que le parent ne fait pas ses responsabilités, on dit nous voyons un néon, celui-là, enfin, plein de choses qu'on entend dire. Et l'enfant n'a pas besoin de ça au fait. L'enfant a besoin de savoir, même si ses parents ne sont plus ensemble, qu'il y a deux personnes par lesquelles il est descendu sur cette terre. C'est important, c'est tellement bien parce que les enfants s'élèvent ou s'édifient à travers les parents, c'est-à-dire c'est l'image que les parents leur renvoient, c'est le reflet que leurs parents leur renvoient, c'est à travers ça, c'est dans ce filtre-là que les enfants grandissent. Et lorsqu'on entache ou bien qu'on cache l'image de l'autre parent, l'enfant n'a plus ce qu'on appelle la figure paternelle, l'enfant n'a plus ce qu'on appelle la figure maternelle et l'enfant est totalement déboussolé. Et ça me permet de rentrer de plein pied dans votre préoccupation. Vous demandez, est-ce que vous pouvez... comment cette séparation affecte physiquement, intellectuellement et moralement les enfants? Physiquement, déjà, il peut y arriver, on ne peut pas dire que ça se passe à 100%, mais il peut y arriver des enfants dont la croissance physique peut avoir de problèmes. Parce que l'enfant qui n'a pas ses parents et qui refuse, par exemple, de s'alimenter, on a des enfants qui, face à la séparation des parents, deviennent anorexiques. Oui. Il y a des enfants qui, face à la séparation des parents, deviennent boulimiques. Et quand on sait combien de fois l'anorexie pose un problème de développement, parce que l'enfant ne mange pas, et parce qu'il ne mange pas, il y aura des substances nutritives qui vont lui manquer, il y aura des trucs, les éléments minéraux qui vont lui manquer, et donc forcément ça va dégrader sa santé. C'est pareil pour l'enfant qui devient boulimique parce que pour gérer son stress, pour gérer sa peur, pour gérer tout ce qui se passe dans son cerveau, lui se dit « je me calme en mangeant, je veux tout porter à la bouche ». Et lorsque l'enfant commence par manger tout, qu'est-ce qui se passe? Ça peut créer un problème d'obésité. Donc forcément sur le plan physique, il y a des enfants qui sont affectés. Je n'ai pas de statistiques, mais il y a quand même des enfants qui sont affectés sur le plan physique. Il y en a qui sont même énurétiques. Voilà, qui commence pas à uriner, votre enfant qui n'a jamais uriné. C'est une manifestation, c'est un cri au fait, c'est un cri d'appel. Parfois les enfants font des choses, psychologiquement on parlera de psychosomatique au fait. C'est-à-dire que l'enfant, pour dire ce que vous, les adultes, vous êtes en train de faire ne me convient pas, il va développer des maladies. Et on peut même aller faire des analyses, des bilans. On ne verra absolument rien. Nous, on l'appelle des troubles psychosomatiques. Il faut pouvoir régler ce problème dans le psyché de l'enfant, dans la tête de l'enfant. Et vous verrez que tout redeviendra dans l'ordre. Oh là là. Mais Madame Amédée voulait dire quelque chose tout à l'heure. Non, je voulais juste compléter par rapport à ce que le docteur a dit. Il faut comprendre que les séquelles physiques sont tellement énormes, tellement énormes qu'on ne peut pas jouer avec ça. Elle a su bien expliquer. Vous voyez des enfants qui sont là, il y en a qui deviennent, qui commencent par se ronger les ongles, les gens comme moi, les doigts, qui se mangent les ongles. Il y en a qui sont là, ils sont énurétiques. Il y a d'autres, ils se contentent juste de faire de déféquer tout le temps pour obliger le parent qui est là à plus s'occuper de lui. En fait, c'est un SOS que l'enfant est en train de lancer à l'autre parent pour dire j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Et
dans le cas d'espèce, il y a des enfants même qui deviennent violents. Ouais. Il y a les enfants qui développent une certaine agressivité hors norme. Surtout quand ils sont avec leurs frères et sœurs, ils deviennent violents avec leurs frères. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de déverser la colère qu'ils ont eu le temps d'emmagasiner en eux. Et c'est resté là. Ils ont l'impression que personne ne s'occupe d'eux, personne ne pense à eux, personne ne veut prendre en compte ce que eux ils ressentent à l'intérieur. Du coup, cette agressivité, ils développent ça à l'endroit de l'autre frère, de l'autre soeur qui est là. Vous les voyez, ils sont tout le temps. Il y a d'autres enfants, par contre, eux, ils deviennent encore plus, comment dirais-je, ils sont plus actifs que d'ordinaire. Ils sont tout le temps agités. Vous les voyez, ils veulent les être enfants qui sont occupés, instables. en fait. Les enfants qui sont instables, qui ne sont pas du tout posés, ils sont tout le temps agités. Vous les voyez, ils courent dans tous les sens. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que l'enfant la cherche au juste? Mais en réalité, il a un trop-plein. Il a un trop-plein de douleur que les parents peut-être n'arrivent pas à cerner. Mais c'est là, c'est en lui, il a besoin de se vider. Et c'est la seule méthode qu'il a trouvée, c'est d'aller dans tous les sens. Des fois, même, il y en a qui deviennent même voleurs. Oui, qui commencent par voler. Il y en a qui deviennent même des menteurs. Pour rien du tout, ils mentent. Ils mentent pour rien du tout. Et quand le parent ne comprend pas que c'est cette séparation-là qui est en train d'agir sur l'enfant, on dit, ah, mon enfant vole. Non, on se met à crier encore sur l'enfant et on aggrave la situation. Au lieu de faire une pause et de se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant. C'est tellement douloureux. Vraiment. Hein? Du coup, nous allons aborder le côté intellectuel. Mais même avant le côté intellectuel, on parlera de l'effritement de l'amour filial. Ok. Parce que c'est tellement important. L'enfant qui ne voit plus le parent qui est parti, chaque jour, l'amour que cet enfant porte pour le parent qui n'est plus dans son champ visuel diminue. Oui. Et lorsqu'il arrive que l'enfant s'est fait, je dirais, s'est donné une image, s'est donné je ne sais pas si c'est un rêve, je vais dire, c'est-à-dire a mis ce parent absent sur un piédestal et qu'il arrive que l'enfant un jour retrouve ce parent et fait la comparaison entre ce qu'il a projeté sur ce parent et ce qu'il voit aujourd'hui. Il n'y a pas photo, c'est-à-dire c'est carrément différent, c'est-à-dire que l'enfant est totalement anéanti. Donc les séquelles de la séparation sur le plan psychologique, c'est tellement profond. Il y a des adultes aujourd'hui, des enfants d'hier qui sont des adultes aujourd'hui, qui cette séparation les suit juste dans leur vie de couple. C'est ça. Parce que le papa étant absent, cette figure paternelle, c'est-à-dire, c'est vrai, notre socioculture est devenue patriarcale, bien que jadis c'était matriarcal, aujourd'hui c'est le père qui est en avant. Et le rôle du père dans le développement de l'enfant est capital, c'est-à-dire c'est le père qui marque l'autorité. C'est-à-dire, nous les mamans, on arrive à faire les deux, mais on est plus maternel, on est plus affectif. Et l'enfant a besoin de cette autorité paternelle. L'enfant a besoin de ce coup de poing que papa va donner sur la table pour dire arrête. Pas forcément qu'on le tape, mais aussi le ton par moment pour dire à l'enfant, il faut que ton comportement soit canalisé. Lorsque cela arrive à manquer, lorsque l'enfant, face à la projection qu'il attend de voir de son père, et même évidemment parfois de sa mère, n'existe plus ou mais n'est pas ce qui était attendu, mais l'enfant est anéanti et cela m'amène quand même à vouloir lire un passage sur l'effritement de l'amour paternel, et ça c'est le document Psychologie et guidance en milieu africain. C'est un document, je me suis permis d'apporter, c'est du professeur Gabriel Boko. Un document que j'aimerais quand même que les parents africains et surtout béninois s'approprient de ce document, parce que c'est un béninois qui l'a écrit. C'est un professeur, un éminent professeur de l'université d'Abomey-Calavi. Et il dit l'effritement de l'amour filial. Il dit ceci:
L'amour que les enfants éprouvent pour leur père est sans doute naturel, mais son maintien ne va pas de soi. Il faut l'entretenir. Lorsque l'objet d'amour disparaît, est absent ou défaillant, l'amour diminue aussi en intensité. Il peut se transformer facilement en haine lorsque le sujet victime culpabilise le parent défaillant. C'est ainsi que chez certains enfants, les relations entre eux et leur père, longtemps absents, deviennent très difficiles. Ces problèmes s'aggravent lorsque l'enfant, trop longtemps privé de la présence paternelle, ne retrouve pas chez le père les qualités qu'il avait longtemps imaginées ou rêvées. Lorsque pour une raison ou pour une autre, il y a une défaillance paternelle, l'enfant a tendance à rejeter toutes les autres autorités auxquelles sa vie en société l'expose. L'effritement de l'amour filial conduit ainsi à la destruction ou au rejet de toute autre autorité, quelle qu'elle soit, y compris l'autorité scolaire et l'autorité spirituelle. C'est pourquoi toute absence répétée ou prolongée de l'autorité paternelle, toute défaillance de cette autorité doit être expliquée et, si possible, justifiée auprès de l'enfant. Oh là là. Et donc, c'est tellement important, c'est-à-dire, cette séparation crée des défaillances chez l'enfant d'ordre psychologique qui ont leurs répercussions à l'école. Il a dit, l'enfant, avec cette absence du père, peut manquer de respect à l'enseignant à l'école. Oui. Et combien d'ados nous avons aujourd'hui dans nos classes qui tiennent tête aux professeurs, qui parlent comme ils veulent. Voilà, et les professeurs, même n'étant pas suffisamment avertis du vécu de ces enfants, c'est ça. Ils se disent qu'ils ont reçu de mauvaises éducations. Donc c'est beaucoup, tout s'enchaîne, tout est lié au fait. Et dans la société, l'enfant est stigmatisé aussi. Ouais. Voilà. Alors, l'intellect et le moral, ça va de pair? J'avais souligné le physique, l'intellect, le moral. L'intellect, ça va beaucoup plus au niveau des apprentissages scolaires, si je comprends. Vous voulez voir comment est-ce que la séparation impacte, par exemple, l'apprentissage des enfants? Est-ce que c'est dans ce temps? Non. On avait parlé de comment ça impacte physiquement. On avait dit tout à l'heure, intellectuellement, on vient de développer, mais il y a l'aspect moralement. Donc, est-ce que... Oui. Du côté moral. Oui, du côté moral, c'est la même chose. Et ça impacte parce que l'enfant qui n'a pas une figure paternelle, même la figure maternelle, l'enfant qui est livré à lui-même, qui va lui dire bon? Qui va lui dire ne fais pas? C'est ça. Ou si c'est la maman qui a la garde de l'enfant à cause de ses blessures, à cause de ses préoccupations, lorsque cette personne est aveuglée, est inondée par tout ce qu'elle vit, est submergée, il y aura des comportements de l'enfant qu'elle ne va pas percevoir. Tout à l'heure, Coach Amédée a dit, valeur morale, donc l'enfant peut aller voler à l'étalage. Et pourtant, personne ne lui a demandé d'aller voler. Ce n'est pas forcément que quelque chose lui manque, mais l'enfant veut se sentir appartenir. Au fait, souvent, c'est le sentiment d'appartenance. Est-ce que ces gens-là, j'ai besoin de faire quelque chose pour qu'ils puissent savoir que j'existe? Ok. Attirer l'attention sur soi. Attirer l'attention. Oh là là. Et là, on va commencer par bastonner l'enfant, on va commencer par frapper l'enfant, alors que c'est un cri d'appel, au fait. L'enfant va mentir, l'enfant va être hargneux, l'enfant va être mal poli. Du point de vue social, c'est plein de choses. Tout ce que nous mettons dans valeur morale, c'est-à-dire, c'est pas tous les enfants, hein, mais la grande majorité sont dans ce cas-là. Il y en a qui arrivent à développer la résilience et qui disent, ce n'est pas parce que je traverse cette période difficile que je vais sombrer. Mais combien sont-ils? C'est ça. Très peu. C'est ça. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses et j'avoue que je ne comprenais pas certaines choses, mais avec les explications, là, je commence par regarder, par voir de plus près. Hein. Alors, je vais parler à Coach Amédée. Comment est-ce et sur quel plan
aider un enfant victime de ces conséquences-là ou des conséquences de la séparation des parents? Comment les aider? Alors, c'est une question qui m'interpelle, Ok. qui me parle. Ah, j'ai bien choisi alors. Je dirais que déjà, il faut éviter de culpabiliser l'enfant. Ok. Il faut développer une bonne écoute attentive à l'endroit de l'enfant. Un enfant qui est déjà dévasté, déconstruit de l'intérieur, il n'a pas besoin qu'on en rajoute. Il n'a pas besoin qu'on le rappelle incessamment ce qu'il est ou ce qu'il est en train de vivre. Il faut pouvoir amener cet enfant à prendre conscience du fait que, au-delà de la situation dans laquelle cet enfant vit, il y a quand même une lueur d'espoir que à tout moment tout peut changer. Un enfant qui est déjà dévasté, dont les parents sont déjà séparés, a besoin qu'on lui donne beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Et c'est pour cette raison que quand l'enfant se retrouve seul avec le papa ou la maman, les deux doivent comprendre que le degré d'amour dont l'enfant a besoin est décuplé. Et il faut déjà que le parent lui-même, qui vient de sortir de la relation, que le parent lui-même ait développé son capital amour, que le parent lui-même ait réussi à guérir de cette séparation pour être en mesure de communiquer suffisamment d'amour à l'enfant qui est avec lui ou qui n'est peut-être pas avec lui. Parce que vous remarquez souvent, docteur Anikel a dit tout à l'heure, quand l'enfant vit avec un parent, il suffit que l'enfant fasse quelque chose, on commence par présenter l'image à l'enfant. On commence par insulter l'autre parent devant l'enfant. Et tout ça, c'est des sources de rébellion. Tout ça, c'est des sources qui dévastent davantage l'enfant qui est victime. L'enfant dans cette affaire est victime. Il a juste été là. Il est juste là en tant que comme une balle de ping-pong. C'est-à-dire, quand l'autre parent fait pour lui, il subit. Quand le second parent vient faire pour lui, il subit. Et au-delà de tout cela, lui, il est là. Son mental... Et vous regarde. Il regarde, il observe, il encaisse. Il encaisse, mais il n'encaisse pas dans le bon sens. C'est ça. Il encaisse tout en se détruisant. Et il se laisse mourir à petit feu. Donc, du coup, il faut comprendre que dans cette affaire-là, il faut faire très, très, très attention. Cet enfant a besoin d'une prise en charge psychologique, psychique, émotionnelle. L'enfant là a besoin qu'on lui apprenne à retrouver confiance en lui-même, à développer son estime de soi. L'enfant là a besoin qu'on soit tout le temps en train de le motiver, de le booster. Sinon, quand il se laisse aller et qu'il commence par sombrer dans la tristesse, dans la dépression, il développe en fait une autre personnalité. C'est-à-dire, il rentre dans la peau d'une personne qui n'est pas en réalité. Parce que lui-même, il est déjà déconstruit. Et du coup, l'enfant n'arrive plus à manifester son véritable caractère. Il fait des choses que lui-même, il n'arrive pas à contrôler. C'est comme s'il y avait une force plus grande que lui qui le contrôle. Vous savez, en ma qualité de spécialiste de thérapie du cœur, quand vous prenez un enfant dont les parents sont séparés, le cœur de cet enfant est un cœur qui est déjà à lambeaux. Et le cœur humain a besoin d'avoir des choses auxquelles il s'attache. Quand le cœur humain n'a pas de liens qui lui permettent d'être toujours fonctionnel, il y a ce qu'on appelle le dépôt extérieur qui vient prendre le contrôle du cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme est comme un champ. Et quand vous avez un champ, c'est vous qui décidez des cultures
que vous voulez mettre dans ce champ. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez semer. Et quand vous ne semez pas ce qui est positif dans le cœur de l'enfant, il faut comprendre que forcément, il n'y aura que ce qui est négatif dans son cœur. Et quand c'est comme ça, l'enfant ne peut plus manifester en réalité ce qui est véritable. Le vrai lui. Le vrai lui. Le vrai lui. J'ai l'habitude de donner un exemple terre à terre. C'est celui quand vous prenez un enfant qui se laisse aller. Parce que quand les parents se séparent, l'enfant n'a plus de figure paternelle, l'enfant n'a plus de figure maternelle, l'enfant n'a plus de repère. Et quand l'enfant n'a plus de repère, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Ils sont dans la délinquance juvénile. Ils sont dans la toxicomanie, dans la prostitution, dans tous les vices qui détruisent les enfants. Et donc, quand vous prenez par exemple un enfant qui a eu le temps de se laisser aller, par exemple à la drogue, l'enfant, vous le voyez, il devient toxicomane, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il est. Et un autre parent qui est là passera son temps à traiter cet enfant de drogué, guéridon, voyou, délinquant. Mais il faut aller à la source. Il faut pouvoir questionner la vie de l'enfant. Ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé pour que l'enfant en arrive là et chercher à aider cet enfant à en sortir. C'est quand l'enfant sortira de cette dépendance que les jours à venir, on comprendra en réalité que, en fait, ce n'est pas un enfant délinquant. C'est un enfant qui est capable d'accomplir des exploits. C'est un enfant qui est capable de faire de grandes choses. Mais pourquoi il ne pouvait pas le faire avant? Parce qu'il était lié. Son cœur était lié par les choses négatives. Donc du coup, il faut vraiment faire attention avec les enfants, surtout quand on parle des enfants qui sont issus de parents divorcés, séparés ou bien de parents qui sont déjà décédés. C'est des enfants qu'il faut vraiment prendre en charge comme cela se doit pour pouvoir leur permettre de vivre un épanouissement un temps soit peu. C'est des enfants qui souffrent. Parce que d'une manière, d'une autre, ils seront quand même blessés. Non, mais c'est pas qu'ils seront ils sont quand même blessés. Ils sont blessés. Ils ont des plaies intérieures. Et ces plaies ne se cicatrisent pas du jour au lendemain. Et c'est même pas évident que ces plaies se cicatrisent avant que l'enfant n'entame la période de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. L'enfant a déjà eu le temps d'emmagasiner déjà des plaies, même depuis le ventre, même depuis la conception. Quand vous prenez par exemple un enfant dont la grossesse a été rejetée par le père, l'enfant est déjà atteint depuis le ventre. L'enfant est déjà sujet à des blessures intérieures. Le rejet, déjà dans le ventre, l'enfant a déjà développé le rejet en lui. Maintenant, quand il vient au monde, l'enfance, son enfance, il vient au monde, il n'a pas encore ses deux parents. Il doit subir le fait d'être handicapé à la naissance à cause de l'absence d'un parent ou du père ou de la mère. Du coup, l'enfant traîne tout cet art-là avec lui et il entre dans l'adolescence qui est une période très critique, une période qui bouleverse les enfants. Les enfants à cette étape-là ont envie de s'affirmer, ont envie de faire les choses, de montrer qu'eux-mêmes, ils sont déjà grands, parce que la morphologie a commencé par changer. La petite fille qui voit qu'elle a déjà les seins, elle commence à pousser les poils pubiens, tout ça. Le garçon qui voit que non, sa voix devient plus rock, il se sent plus homme. Du coup, à partir de là, il faut comprendre que même cette période qui bouleverse les enfants, elle doit être prise en charge plus quand il s'agit des enfants qui sont issus de parents séparés. C'est délicat, c'est vraiment délicat. Alors moi, j'aimerais compléter quelque chose, madame. Je voudrais appuyer un peu ce que la coach Amédée a dit, en ce sens qu'elle a touché 2 points sur les blessures de l'enfance. On parle de blessures de l'enfance, on parle de blessures de l'âme. Elle a parlé de la blessure du rejet, elle a parlé de la blessure de l'abandon. Parce que l'enfant dont les parents sont séparés vit cela comme de l'abandon. Et la conséquence de cet abandon, c'est que l'enfant est dans une perpétuelle dépendance affective.
Exact. Et l'enfant qui est dans ce schéma de séparation, c'est aussi comme une humiliation pour lui, parce que l'enfant, on appelle ça la blessure de l'humiliation. Pourquoi les autres ont leurs parents et pourquoi moi je n'ai pas mes parents? Donc on parle de la blessure de l'humiliation. Et puis lui, on parle de la blessure de trahison. L'enfant se sent trahi par ses parents. C'est-à-dire que les deux personnes avisées, censées ils l'ont amené au monde là. Censé me conduire. Parce qu'on a dit, les parents, c'est quoi? Le parent est un guide. Le parent, c'est un guide. Le parent, c'est lui qui montre le chemin. Pourquoi ceux-là qui sont censés me montrer le chemin me délaissent au début de ma vie, ou bien en plein milieu de route, on me laisse comme ça? Donc, c'est une trahison. Et parfois, l'enfant peut aussi vivre ça comme de l'injustice, parce que c'est comme si la nature a été injuste envers lui. Exact. Et donc, c'est en cela qu'on parle des 5 blessures de l'enfance qu'on va regrouper sur le cycle de trahi, les blessures de la trahison, les blessures du rejet, les blessures de l'abandon, les blessures de l'humiliation et les blessures de l'injustice. Nous tous, nous avons ces blessures. Hein. Il n'y a pas cet être humain qui n'a pas en lui ces blessures, même si les parents sont ensemble, mais c'est encore plus critique lorsque les parents venaient à se séparer. Et votre préoccupation aussi, c'était de savoir comment on peut ramener ces enfants. Je pense que l'environnement de l'enfant a un grand rôle à jouer dans ce sens-là. Et c'est tellement important que l'environnement, c'est-à-dire dans notre socioculture, on doit pouvoir trouver une figure paternelle à l'enfant. On doit pouvoir lui trouver une figure maternelle suffisamment avertie qui puisse guider cet enfant-là. Et quand on ne le trouve pas dans l'environnement de l'enfant, il faut aller vers les centres sociaux alors où on a des assistants sociaux, où on a des psychologues qui peuvent accompagner cet enfant ou ces enfants-là. C'est important, c'est capital. D'accord. Je voudrais... Oui, allez-y, Madame Amélie. Je voudrais soulever un point par rapport à ce que Dr Anniké a dit. Vous savez, aujourd'hui, on a tellement de familles monoparentales, des familles recomposées. C'est-à-dire, la femme a déjà peut-être eu des enfants, et l'homme aussi a déjà peut-être eu des enfants, et les deux se mettent ensemble. Du coup, il y a les enfants de l'un et de l'autre. Alors, quand on est confronté à ce type de famille, ou quand par exemple c'est la femme seule qui s'occupe des enfants, ou quand c'est l'homme seul qui s'occupe des enfants, il faut comprendre que là, il y a un phénomène aujourd'hui auquel on assiste, qui moi me désole énormément. Nous avons dit que l'enfant a besoin d'une figure paternelle. L'enfant a besoin d'avoir un père. Même quand ce n'est pas son géniteur, il a besoin d'avoir un père comme repère pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir vivre dans la société et être un acteur de développement, pas un divorcé social. Du coup, aujourd'hui, on assiste à quoi? Nous avons des pères, des géniteurs qui choisissent délibérément de ne pas assumer leur responsabilité de père. Mais là où se trouve le hic, là où se trouve l'aberration, moi j'appelle ça une aberration. L'épée de Damoclès. En fait. L'épée de Damoclès. Vous savez, la famille est censée être le bouclier pour l'enfant. Mais aujourd'hui, la famille est devenue l'épée de Damoclès sur la tête de l'enfant. Et quand on prend une famille monoparentale où la mère vit avec les enfants, le jour que la maman décide de se remettre avec un autre homme, parce qu'elle se dit, à l'étape où j'en suis aujourd'hui, il faudrait quand même qu'il y ait une figure paternelle, un homme avec qui je vive, qui soit en mesure de m'accompagner dans l'éducation des enfants que j'ai eus de notre vie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons des hommes, excusez-moi, j'ai l'habitude d'être un peu cru quand je parle de faits de société qui me choquent. Le géniteur qui n'est pas là ne veut pas assumer. Il ne veut pas prendre en charge les besoins de l'enfant. Un autre homme vient
voit la femme et se dit, ah, cette femme, elle souffre avec les enfants. Moi, par amour pour elle et par amour pour les enfants qu'elle a déjà d'un autre lit, je m'engage à m'occuper de ces enfants-là et m'occuper d'elle. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le géniteur qui était dans l'ombre, qui ne voulait pas assumer, c'est le jour. Il se retrouve subitement à vouloir maintenant occuper la place de père. Papa. Et c'est là, il est prêt à créer toutes les situations à l'autre homme qui est en train de venir dans la vie des enfants. de venir dans la vie de la femme pour pouvoir s'occuper de cette femme et des enfants dont il a refusé délibérément de ne pas s'en occuper. En fait, c'est un mal, c'est une gangrène. Mais pourquoi ils font ça? Je me suis toujours posé cette question. Parce que ça dépasse mon entendement. Tu n'as pas envie de faire. Tu ne veux pas assumer. Quelqu'un est prêt à assumer à ta place. Même quand l'homme vient et s'occupe des enfants qui ne sont pas les siens. Les enfants ne signent pas son nom de famille, à ce que je sache. Donc, du jour au lendemain, ces enfants grandiront. Et ils continueront de porter le nom de famille de leur père. Exactement. Donc moi je pense que quelqu'un qui s'occupe de tes enfants et qui joue le rôle de père, cette personne-là, il faut l'encourager. Il faut même prier pour cette personne-là qu'elle ait toujours les moyens de s'occuper de tes enfants. Au lieu de venir tout gâcher. Au lieu de venir tout gâcher. Et dans cette affaire-là, vous voyez, c'est les enfants qui sont encore les plus lésés. Je prends par exemple une femme qui n'a pas de moyens financiers. Une femme qui difficilement arrive à joindre les deux bouts. Arrive à s'occuper peut-être de 2, 3, 4 enfants que l'autre géniteur lui a laissés. Du jour au lendemain, cette femme-là, peut-être qu'elle vit dans un taudis avec les enfants. L'autre monsieur vient, il a peut-être un peu de moyens, il se dit, ah, les enfants là sont en train de souffrir avec leur maman. Il faut que je leur trouve peut-être une chambre, une ou deux chambres, un salon quelque part, pour qu'ils puissent quand même avoir un minimum vital qu'il faut. Et celui-là qui est disposé, l'autre se lève. Et le drame dans cette histoire, c'est qu'ils sont même prêts à utiliser les pratiques occultes pour achever même celui-là qui vient pour s'occuper de leurs enfants. Et les enfants, moi je dis les enfants dans tout ça, est-ce qu'à un moment donné, le père, le géniteur, c'est-à-dire s'arrête et se pose la question de savoir chaque acte que je pose, en quoi est-ce que cela peut être utile à mon enfant? J'ai comme l'impression aujourd'hui que nos pères ont perdu complètement la boussole. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la notion de la préservation, de l'équilibre de l'enfant. C'est pas peut-être de l'orgueil, de masculine? Non, mais quel orgueil? Moi je dis, mais ça c'est un sale orgueil. C'est un sale orgueil, ça n'a pas sa raison d'être. Non, il peut arriver à tout le monde à un moment donné de manquer de moyens. Ça c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il se dit, peut-être au vu de votre exemple, hein, il se dit, moi j'ai pas fait, et puis c'est lui qui viendra faire, et au final on va m'insulter que je suis un père irresponsable, alors autant qu'il ne fasse pas. C'est peut-être ça. Ça, c'est la mentalité anormale. On ne va pas perdre de vue non plus le fait qu'on dise on ne donne que ce que l'on a reçu. D'accord? Parfois, ces parents-là, que ce soit l'homme ou la femme, qui se comportent comme ça contre l'intérêt premier de l'enfant, il faut aller chercher leurs propres blessures. Et tant que le parent n'a pas guéri lui-même de ses antécédents psychologiques, c'est sûr, je dis tout à l'heure, il y a des parents toxiques et je vous avoue qu'il y a même un livre qu'on a écrit, Les parents toxiques. Ah là là. C'est-à-dire la société. Aujourd'hui, c'est-à-dire quand nous voulons rentrer autant pour moi dans le mariage, quand nous voulons aller à la parentalité, parce que être parent c'est un art, ce n'est pas se mettre ensemble et faire seulement des enfants. Non. Ce que malheureusement beaucoup parmi nous avons commis ces erreurs-là, et aujourd'hui c'est déjà bien que ces émissions existent pour permettre aux générations qui sont après nous de commencer par comprendre que c'est pas qui
qui veut qui est parent. C'est-à-dire que qui beaucoup peut. de couples ne se sont pas préparés Pas à du ça, tout, et pas c'est du venu tout, juste, pas et du puis sur le tas, on apprend. On s'est mis ensemble, et puis les enfants sont venus, mais c'est une école de la vie. Éduquer un enfant, c'est de là, tout comme le potier, il modèle, il donne une forme à l'argile, c'est comme ça le parent. Et ce parent qui n'a pas lui-même le minimum psychologique, le minimum affectif, le minimum sur le plan éducatif, qu'est-ce qu'il va transmettre à l'enfant? Et donc moi, je ne rejette pas totalement la pierre à ce père ou à sa mère, à cette mère, autant pour moi, qui va contre l'intérêt de l'enfant, mais je me pose la question, est-ce que lui-même il a guéri de ses blessures passées? Parce que tout part de là. C'est ça. Et donc aujourd'hui, c'est un cri au fait, il faut que tous ceux qui sont déjà dedans doivent comprendre qu'il y a un travail, un minimum de travail à faire sur eux-mêmes pour pouvoir continuer par accompagner convenablement les enfants. Et ceux-là qui sont à l'entrée de la parentalité, de la porte de la parentalité, doivent comprendre qu'il faut qu'ils aillent guérir de leurs propres blessures et il faut qu'ils se fassent accompagner pour pouvoir accompagner eux-mêmes leurs enfants. Sans quoi ce serait un cercle vicieux. On ne finira jamais de parler de ce problème-là. Madame Amédée disait quelque chose tout à l'heure qui m'avait intéressé. Je reviens sur ça. Vous avez dit que ça rentre dans l'occultisme. Bon, comment l'occultisme peut affecter... Attendez, vous voulez que j'aille en profondeur? Oui, je veux comprendre juste. J'en parle parce que, vous savez, moi, dans ma position de coach, nous entendons beaucoup de choses. Ok. D'accord? Et il y a des choses, si on n'en parle pas, ce n'est pas bien. C'est ça. Parce que nous sommes en train de fabriquer une génération d'enfants qui, si nous ne savons pas faire, quand ça va péter vrai là, ça va nous retomber sur la figure. Et vous savez, entre-temps, vous avez vu la génération, le problème de cybercriminalité là. Eh oui. Vous avez vu le nombre de jeunes qui ont été arrêtés dans ce pays à cause de l'arnaque. Si on doit aller plus en profondeur, quand vous allez checker et aller voir l'histoire de ces enfants, de ces jeunes qui par la suite se sont retrouvés dans cette dimension-là, vous allez vous rendre compte que la majorité d'entre eux, c'est des enfants dont les parents ont eux-mêmes des plaies intérieures non cicatrisées. Et qui, des parents séparés aussi, voilà, qui ne se sont pas occupés forcément de ces enfants. Moi, je me souviens, il fut un temps où j'ai vécu dans une maison. C'est plus tard que j'ai compris que c'était des arnaqueurs. Je ne savais pas. Mais quand je discutais avec ces jeunes-là, c'était des jeunes très, très, très brillants. Il y a un qui m'avait même confié qu'il voulait continuer ses études, mais personne n'était là pour payer sa scolarité. Donc, du coup, il s'est lancé dans ça. Et quand il a pris goût, c'est fini. C'est ça. Il a végété dedans. Comme l'a dit docteur Anniké, aujourd'hui, c'est-à-dire, le besoin s'impose que chaque parent, je dis bien chaque parent, père ou mère, fasse une introspection pour se demander, est-ce qu'à l'étape où j'en suis aujourd'hui, j'ai vraiment guéri de mes blessures intérieures? Même dans le cocon familial, les relations que l'homme et la femme entretiennent, ce n'est pas toujours facile. L'un va heurter la sensibilité de l'autre, sans même demander pardon. On passe l'eau, c'est ça, et on avance. Mais le drame, c'est que la douleur est toujours là. C'est vrai. Et du jour au lendemain, quand il y a une goutte d'eau qui déborde là, c'est là que ça fait boum. Et là, le couple est obligé de se séparer. Mais c'est les enfants qui en souffrent. C'est les enfants qui en pâtissent. C'est pour ça que chaque parent a besoin aujourd'hui d'être coaché. Chaque parent a besoin d'aller à l'école de la guérison intérieure. Parce que vous ne donnez à vos enfants que ce que vous êtes vous-même. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quoi? Qu'est-ce que vous-même vous avez reçu de vos parents? Ce que vous avez reçu de vos parents, qui aujourd'hui ne cadrent plus
avec l'éducation qu'il faut donner aux enfants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons les enfants 5G. Les enfants génération tête baissée. Internet est là, les réseaux sociaux, tout est là. Les enfants plus intelligents les enfants même plus intelligents que nous-mêmes. Oui. Des enfants, quand ils s'expriment même, quand ils répondent à côté de toi, là, tu regardes l'enfant, toi tu as quel âge même? Et tu parles comme ça. L'enfant, il est déjà intelligent en tout. Donc aujourd'hui, l'éducation que nous avons donnée à nos enfants dans le passé, on doit tout revoir. Même l'éducation que nous donnons à nos garçons. Vous savez, c'est nous, les mamans, qui faisons, et les filles, et les garçons. Mais comment se fait-il que plus tard, on se rende compte que l'éducation du garçon a échoué. Pourtant, c'est nous qui les faisons. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait que nous-mêmes, en tant que parents, on puisse aller à l'école où nous allons nous rendre compte à un moment donné que non, là maintenant, là, je suis vraiment prête, je suis vraiment prêt pour assumer ma responsabilité en tant que parent. C'est très important. Il faut que chaque parent guérisse de ses plaies. Des fois, vous allez dans les familles, l'enfant est là, le papa et la maman sont là, mais ils sont des étrangers. J'ai travaillé avec un jeune qui vivait dans la masturbation depuis l'âge de 11 ans. Oh là là. Au moment où moi je l'avais connu, il avait 20 ans. Oui. Il est très jeune. Dans la masturbation. Et il était arrivé à une étape où il avait commencé déjà par développer des infections. Mais les parents ne savaient même pas. Pourtant, il vivait dans la même maison que son père et sa mère. Parce que le courant ne passe pas. Parce que le parent, il est violent. Il n'a pas appris la communication non violente. Le papa est tout le temps en train de jouer au boulot, tout le temps en train de se poser. Mais en fait, c'est ce que lui-même il a vu faire. C'est ça qu'il recopie avec son enfant. Donc, on ne peut pas le condamner en tant que tel. Mais il faut que ce parent-là soit en mesure de comprendre qu'à l'étape où on en est aujourd'hui, là, ça ne marche plus. Il faut que le parent même ait la volonté, le désir d'aller à une autre école pour pouvoir mieux accompagner son enfant et faire de lui un acteur de développement. Parce que si ça ne va pas, si l'enfant, l'éducation de l'enfant est ratée, mais qui va pleurer? Est-ce que quelqu'un prend les yeux d'une autre personne pour pleurer avec? C'est le parent même qui va pleurer. Quand on va voir ton enfant qui est à la rue, qui mène une vie de désordre, on dit, mais laissez Villiers, c'est l'enfant de telle personne ça. À la criette aussi. Oui, ça ne t'honore pas en tant que parent. Et ça salit même ton nom de famille, ta réputation en tant que parent. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ça s'impose à tous les parents que nous sommes. De revoir la copie. D'abord avec nous-mêmes. Ensuite, avec nos enfants. Pour qu'il y ait quand même une certaine harmonie dans le couple. Pour qu'il y ait, même quand les parents sont séparés, moi je dis toujours, un parent peut être absent et être encore plus présent que le parent qui est présent à côté de l'enfant. Aujourd'hui, nous avons une WhatsApp vidéo, nous avons tout. Un parent qui voyage, par exemple, pour des raisons professionnelles, qui est à l'extérieur, et la femme est là avec les enfants. Mais si le papa prend soin tous les matins, à 5h du matin ou à 6h du matin d'appeler, appel vidéo, allô, coucou, bonjour mes trésors, comment vous allez? Maman, tout le monde va bien. Il parle à chaque enfant. Et il s'inquiète de comment l'enfant a dormi, s'il a bien dormi, s'il s'est bien réveillé. Mais attendez, le soir, quand l'enfant revient de l'école, le parent appelle encore. Mais l'enfant n'aura même pas l'impression que son papa n'est pas là. Il ne saura même pas qu'ils sont séparés. Il ne saura même pas. La technologie numérique a déjà tout réglé aujourd'hui. Donc je ne peux pas comprendre qu'il y a encore des parents qui sont absents dans la vie de leurs enfants. C'est difficile à appréhender. L'enfant ne saura même pas que le papa n'est pas là. Parce que le papa est présent. Il s'inquiète des nouvelles de l'enfant. Il veut savoir si son enfant a bien dormi. Si à l'école, il n'y a pas eu une situation qui l'a un peu embêté, qui l'a stressé. S'il a bien fait ses devoirs, de bonnes notes. S'il n'y a pas eu un maître qui l'a tapé parce qu'il a fait quelque chose. Les enfants sont tellement expressifs. Tellement expressif. L'enfant veut partager tout avec son parent ou
ou ses parents. Et donc, du coup, nous-mêmes, en tant que parents aujourd'hui, il faut qu'on revoie la donne. Ça s'impose à nous. Sinon, la génération d'enfants que nous sommes en train de fabriquer, là, je dis, hein, s'il n'y a rien qui n'est fait aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, là, affaire de Balthazar, de CSTP et autres, on va avoir pire que ça. Non, disons-nous la vérité. Nous sommes... En parenthèse, je ne vous coupe pas, mais vous pensez que Balthazar a fêté psychologique? Oui. Non, de vous à moi. De vous à moi. Quand vous allez fouiller correctement dans la vie de Balthazar, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. C'est ça. Et qui l'a amené à sombrer dans ce sens. Peut-être qu'il n'a pas choisi la bonne option. Mais pour lui, c'est l'option qui est la meilleure, que lui pense être la meilleure pour son équilibre mental. Et vous ne pouvez pas lui en vouloir pour ça. Il y a d'autres, eux, ils vont se lancer dans la drogue. C'est ça qui les apaise. Il y a certains, c'est les jeux vidéo. Vous allez les voir, ils sont là, tout à l'heure, les yeux sont rivés sur l'écran. La mère est comme ça, addict aux jeux vidéo. Il y a certains, c'est le téléphone. Vous n'avez même pas idée de ce qui se passe. Il y a d'autres, c'est leur téléphone qui est leur addiction. Quand il a la tête baissée comme ça, la main, il est heureux. C'est ça qui fait son bonheur. Le gars est heureux, la dame est heureuse parce que sa tête est toujours comme ça. Mais son mari qui est à côté de lui ne peut pas comprendre qu'en réalité, c'est ça qui fait son bonheur à elle. C'est dans ça qu'elle arrive à défouler ses émotions qui sont cachées. Ses plaies intérieures qui sont là et qu'elle n'a pas réussi à guérir de ça. Vous savez, c'est un problème profond. C'est tellement profond que il faut vraiment que chaque parent revoie la copie. Moi, c'est un cri de cœur en fait. Je ne suis pas là pour condamner un parent ou pour juger un parent, mais je dis, c'est un cri de cœur. C'est vraiment un cri de cœur. Il faut qu'on revoie la donne. Alors, avant que nous ne poursuivions Madame Amédée et Madame Anniké, nous allons lancer la pause publicitaire. Publicité. Découvrons ensemble le monde merveilleux d'Aromates. Aromates, les meilleurs ingrédients pour la meilleure des mayonnaises. Les mayonnaises Mondélis, à chaque instant, un goût exceptionnel. Mondélis est en vente partout. Sur ce plateau, la discussion était Madame Amédée, vous avez les mots Nous allons continuer cette émission avec Madame Anniké. Je vais vous poser la prochaine question. Quel type de séparation affecte moins les enfants et à quel âge sont-ils moins touchés par la séparation de leurs parents et pourquoi? Merci pour la question. Est-ce qu'il y a un type de séparation qui n'affecte pas les enfants? Quelle soit la séparation, ça affecte toujours les enfants. Toujours. Que ce soit la séparation pour raison de divorce, que ce soit la séparation pour raison de voyage ou le décès, ou soit même les parents sont dans la même maison, mais quand même sont séparés. Ils sont dedans, mais ils sont séparés. Les enfants le sentent, les enfants le vivent d'une manière ou d'une autre. Donc, il n'y a pas de séparation vraiment en tant que telle qui soit bénéfique. Mais il y a une condition, et je pense qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, lorsque l'environnement familial n'est plus sain pour l'enfant,
il faut pouvoir sortir. Il faut déjà que les personnes censées accompagner l'enfant, qui sont les parents, c'est-à-dire nous sommes en face d'un couple où tout le temps c'est la bagarre. Lorsqu'on en arrive à là où c'est je n'en peux plus, lorsque la stabilité mentale de l'un des conjoints est en train d'être affectée, là il faut penser à faire une pause, pas forcément aller au divorce. On peut faire une pause et se faire accompagner et voir si après l'accompagnement ça peut reprendre. Mais si vraiment on se rend compte que du lundi au dimanche l'un me bastonne, c'est pas seulement les hommes qui frappent dans le couple, il peut arriver que ce soit la femme qui frappe son homme, même si on sait qu'aujourd'hui les hommes n'en parlent pas, mais il y a aussi la violence de la femme vers l'homme. Et donc si le pronostic vital de l'un n'est pas vraiment engagé dans ça, ou si ça se retrouve être engagé pour pouvoir se sauver et sauver la vie des enfants, il urge qu'il y ait séparation. On peut faire une pause, se reprendre en main, se reconstruire, mais si vraiment il n'y a pas solution et que les enfants vont en pâtir, qu'est-ce qu'on dit? Lorsque les bœufs se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Et donc, lorsque on en arrive à cette extrémité où les adultes qui sont censés protéger les enfants deviennent un danger pour les enfants, alors là, il faut vraiment se séparer. Et là, ça me ramène à dire on dit, assister à des disputes ou à des violences conjugales a des effets néfastes sur le cerveau. Assister à des disputes, à des violences conjugales, a des conséquences très négatives sur le développement du cerveau de l'enfant, entraînant des anomalies de la substance blanche, les fibres nerveuses ou axones des neurones, qui conduisent parfois à de nombreux troubles, dépression, anxiété, somatisation, troubles dissociatifs. Et qu'est-ce qu'on entend par les troubles dissociatifs, les troubles de l'identité, la dépersonnalisation? Elle a dit tout à l'heure, l'enfant vit dans un corps, il développe des caractères qui en réalité ne sont pas les siens. Donc lorsqu'on en arrive à cette extrémité, il urge que les conjoints fassent une pause pour se séparer, pour que l'enfant puisse trouver un tremplin sain pour pouvoir évoluer. Maintenant, vous aviez parlé de l'âge. Oui, à quel âge à peu près peut-être qu'ils sont moins touchés Non, il n'y a pas d'âge. Ils sont touchés, il n'y a rien à faire. Même le bébé qui est né aujourd'hui est déjà touché par la séparation de ses enfants. Sinon, d'habitude, moi je me dis, mais un bébé ne sait rien. Et donc, du coup, il ne se rend pas compte. Mais on a dit, il y a une éducation qui commence avant la naissance. Et ça, c'est Omram qui l'a surtout développé. Nous, les mères, nous sommes les matrices. C'est la mère qui donne toutes ces émotions, tous ces sentiments à l'enfant. Et lorsque, pendant le processus de gestation, de gestation surtout, la maman subit déjà des choses de par le papa ou de par l'environnement familial dans lequel elle est avec son conjoint, il n'y a rien à faire. Elle va affecter son enfant parce que c'est comme un filtre, c'est comme le placenta. On dit le placenta permet les échanges de la mère à l'enfant. C'est pareil pour les émotions. Les enfants, depuis la vie intra-utérine, ressentent ce que la maman est en train de vivre émotionnellement. Et qu'est-ce qu'on dit? Mon enfant est pleurnichard, mon enfant est craintif, mon enfant s'accroche trop à moi. Quel genre d'émotion tu as transmis à ton enfant pendant qu'il était en son sein? Parfois, lorsque moi, il y a des parents qui viennent avec des enfants vers moi, parfois je questionne le vécu de la grossesse. Et je vais jusqu'à leur dire, il faut même que vous demandiez pardon à votre enfant parce que toute cette charge émotionnelle que vous lui aviez donnée, ce n'était pas volontaire, mais cette charge a impacté l'enfant. Il y a des mamans qui inconsciemment ont déjà signé l'échec scolaire de leur enfant depuis la grossesse, rien que par les pensées qu'elles ont eues pendant la grossesse. C'est pour ça qu'on dit que la grossesse, c'est un état à prendre comme des œufs. Ce n'est pas comme on le dit dans notre environnement,
lorsqu'il y a des femmes qui vivent facilement la grossesse, moi je leur dis bravo, et toutes les fois où je vois ces femmes, je dis vous êtes des Amazones, c'est pas les noms là. Il y a des femmes qui vivent bien leur grossesse, elles portent des charges, mais il y en a, elles sont alitées du premier mois jusqu'au dernier mois. Et l'environnement, parfois, ne comprend pas. On la traite de paresseuse, on la traite de celle-là qui ne veut rien faire. D'autres vont jusqu'à dire que la grossesse n'est pas une maladie, mais on sait que la grossesse n'est pas une maladie, c'est un état. Mais cet état, lorsque psychologiquement n'est pas bien vécu par la maman, elle affecte déjà l'enfant. Donc, l'enfant, lorsque les parents, il arrive déjà qu'ils soient séparés avant la naissance de l'enfant, que ce soit pour raison de divorce ou que ce soit parce que le parent, il est parti sans regarder derrière ou qu'il soit décédé, et ça, on ne le veut pas, on ne le souhaite pas, l'enfant le sait. L'enfant le vit. Cet enfant, il est craintif tout le temps. Il a la question de confiance en soi, la question d'estime de soi. Il veut se voir à travers l'autre. Parfois, il est transparent. Il ne se voit pas, il ne se comprend pas, il ne sait pas ce qui se passe. Donc, c'est beaucoup de choses. Affaire de divorce, là. Ce n'est pas c'est vrai que quand ce n'est pas sain, il faut partir. Mais tant qu'on peut sauver, il faut sauver pour le bonheur, pour l'épanouissement des enfants. Mais quand vraiment on ne peut pas et qu'il faut se séparer, il faut aussi se séparer quand vraiment on ne peut plus. Quand ça devient malsain pour nous deux et qui plus est malsain pour les enfants, il faut vraiment arrêter. Mais moi, ça m'amène à vous poser une question. Je veux juste comprendre. C'est une expérience personnelle, donc j'ai envie quand même de demander, de comprendre. Moi, quand on voulait me mettre au monde, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, quand maman était enceinte de moi et tout, mon papa n'était pas présent. Eux, ils n'étaient pas séparés, mais mon père, il était militaire. Donc, il allait en mission. Donc, il n'était pas présent tout le long de la grossesse jusqu'à ce que je ne naisse. Maintenant, au fil de temps aussi, ça a été comme ça parce que l'autre institutrice, lui, un militaire, c'est de région en affectation, l'autre de l'autre côté, le dos. Parfois, j'ai été beaucoup plus à un moment que l'autre. Parfois, je me retrouve en vacances avec l'autre avant qu'après, quand il demande rapprochement de conjoint, on dit que j'étais déjà grande. Donc, il y a un comportement surtout que mes parents me reprochent aujourd'hui. C'est ça qui m'a amené à vouloir poser la question. Si ça agit, mais toi, tu n'appelles jamais. Je n'appelle jamais mes parents, en fait. J'appelle jamais. Et surtout mon père, je l'appelle jamais. Alors que c'est celui que j'aime le plus. Si je prends mon téléphone et j'appelle mon père, c'est que j'ai un problème. J'ai un problème où je veux demander de l'argent. Si ce n'est pas les deux cas, je n'appelle jamais. Et quand il reste. Après, ma mère m'appelle, fait, donc si je ne t'appelle pas, tu ne peux pas appeler. Et moi-même, je réfléchis, je dis, mais j'ai hérité ça de qui même? Je ne sais pas. Alors qu'il y a d'autres enfants, je vois tout le temps, les parents les appellent. C'est-à-dire que tout le temps, à tout bout de champ, j'ai une copine là, sa maman l'appelle 5 minutes, son papa, ça va, machin. Mais moi, je peux faire 3 mois, je m'en fous à la limite, quoi. Alors que mes parents ne sont pas séparés. Donc, je me demande s'il y a eu un truc qui m'a affecté pour que je me comporte comme ça ou je n'ai pas compris. Le lien, vous savez, la fille a son regard à travers son père. D'accord? Oui. Et l'absence du père affecte beaucoup la fille. L'absence du père, qu'il soit en voyage, en déplacement ou qu'il ne soit pas vivant. Parce que comme on le dit, on dit papa ton sien assis, un truc du genre. Ouais. C'est pas anodin au fait. C'est-à-dire, la fille va connaître ce qu'on appelle son futur mari, c'est-à-dire tout ce qu'elle aura à développer avec son futur mari, c'est déjà à travers son père. Et lorsque le père arrive à être absent, c'est vrai, peut-être dans votre époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a de digital aujourd'hui. Donc, forcément, papa ne pouvait pas vous joindre. Exactement. Et forcément, quelque chose a
coupé. Exactement. Et ça n'a pas permis d'avoir cette continuité, même si les parents ne sont pas séparés. Vous n'aviez pas créé un lien fort. Vous l'aimez, c'est un fait, mais il n'y a pas un lien fort entre vous qui puisse vous permettre de dire tous les soirs, je vais appeler mon papa. Non, vous, pour vous, bon, il est mon géniteur, il est mon père, j'ai un besoin, bon, je l'appelle, mais quand je n'ai pas de besoin, bon, je suppose qu'il va bien, et puis tout se passe. Et puis, je me rappelle un jour, je l'appelle à la fin du mois, je fais, papa, mon argent. Il fait, aujourd'hui, je ne te donne pas. Si c'est pas la fin du mois, tu m'appelles pas. C'est le quotidien que l'on partage avec son enfant qui crée le rapprochement, qui crée le lien. Et lorsqu'il n'y a pas un quotidien, et on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui avec la technologie, le papa qui est très éloigné peut avoir un lien très serré avec ses enfants. Et le rapprochement est là. Les enfants ont besoin de pratique, les enfants ont besoin de vécu. Et quand ce vécu manque, il y a une scission au fait. D'accord. Alors, en cas de séparation, quel est le rôle des parents dans la réussite scolaire surtout? Et comment les impliquer dans la scolarisation de leurs enfants? Madame Amélie. Parce qu'on constate aujourd'hui quand même que quand ils sont séparés, c'est fini. Le papa reste dans son coin là-bas. Moi, je ne vais plus donner argent de quoi que ce soit si les enfants ne viennent pas vers moi. Ou bien puis des chantages aussi à un point fini. Et puis finalement, la mère peut-être seule se retrouve face aux charges de la scolarisation des enfants et parfois étant limitée, ne pouvant plus. Et puis les choses restent comme ça. Vous allez me permettre de dire 3 phrases que j'ai écrites dans mon livre que je vais sortir bientôt. D'accord. Où je parlais du chapitre ayant rapport au déboire des mères célibataires. Je suis fatiguée de voir des enfants qui sont déscolarisés. Parce que le papa ne veut pas assumer ses responsabilités. Je suis également épuisée de voir des mères célibataires avec enfants qui sont obligées de faire le trottoir. Quand vous allez au stade de l'amitié, les soirs. Bon, ça c'est fermé maintenant. C'est fermé maintenant, c'est en train d'être fermé. Mais quand vous allez avant, vous verrez des femmes là. Ce n'est pas forcément des femmes mauvaises, qui sont mauvaises ou mal éduquées, mais ça s'est imposé à elles parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de moyens pour s'occuper de l'enfant. Elles sont obligées de faire le trottoir pour apporter la subsistance, le minimum vital à l'enfant. Alors qu'elles n'ont pas eu l'enfant seul. Alors que Dieu n'a pas institué le mariage. Dieu n'a pas institué le couple. Il n'a pas créé Adam et Ève pour que du jour au lendemain, Ève se retrouve seule en train de s'occuper des enfants, pour que Adam se retrouve seul en train de s'occuper des enfants. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'une seule chair. C'est ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Genèse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché entre temps pour que du jour au lendemain, aujourd'hui, on assiste au fait que les enfants, quand les parents sont séparés, les enfants ont du mal à être scolarisés. On a du mal à s'occuper des enfants, à leur acheter les fournitures. Vous savez, cette rentrée-là, vous n'avez pas idée de ce qui s'est passé cette rentrée. Il y a beaucoup de parents, je dis, y compris moi-même, j'ai été obligée d'enlever mes enfants de l'école privée pour les inscrire dans l'école publique. Parce que c'est moins cher. C'est ça. Depuis, mon aîné avait 7 ans. Waouh. Et j'en ai 6. Waouh. Tous mes enfants ont toujours été à l'école privée. Tous. Mais cette année, j'en ai mis certains à l'école publique. Parce que les charges aujourd'hui ne sont plus ce qu'elles sont, ce qu'elles étaient avant. C'est ça. Plus la cherté de vie augmente, plus les charges aussi augmentent.
Du coup, comment on fait, cher papa? On fait comment, papa? Vous qui m'écoutez là. On fait comment? Ils ne disent plus rien quand c'est comme ça. Cher papa, on fait comment? Tout a augmenté de prix. Aujourd'hui, le panier de la ménagère n'est plus ce qu'il était avant. Les livres là, j'ai une qui va au bac cette année, elle fait la G2. Les livres seuls là, les livres seuls, je ne peux même pas parler. Maintenant, voilà, il faut scolariser les enfants. Les enfants doivent aller à l'école. Il faut payer les livres, il faut payer les cas. Chaque jour, l'enfant vient là, maman, il faut donner tel montant, on va faire photocopie. Maman, il y a toujours quelque chose que l'enfant vient demander chaque jour en revenant de l'école. Chers parents, je nous en supplie, les charges doivent être partagées entre l'homme et la femme. Et c'est pour ça que je suis foncièrement contre les hommes qui empêchent leurs femmes de travailler. Voilà, merci. Parce qu'il arrive des moments où même l'homme, même là, qui est responsable, qui s'occupe des charges, il arrive des moments de vache maigre, où financièrement, ça devient compliqué. Merci, coach. Mais quand en ce moment, la femme, elle avait déjà pris goût à rester à la maison, madame, maman maison. Non, ma femme ne va pas Ma travailler. femme ne va pas travailler. Au bureau, ton patron Au va te bureau, draguer. tout C'est ça. ça, hein, coach. Quand la femme est déjà restée à la maison pendant longtemps, qu'elle a pris le goût à ne rien faire, pendant que ça ne va pas maintenant, les enfants vont faire comment? Ils vont rester à la maison. Ils ne vont plus aller à l'école, c'est ça. Hey, Yakou. il va rien dire Yakou. Pardonnez. Faisons en sorte que nos enfants, on puisse leur donner le minimum vital. L'enfant a le droit d'être scolarisé. C'est son droit le plus absolu qu'on lui donne les moyens d'être instruit, d'être scolarisé. Et quand les parents sont séparés, on laisse tout à la charge de la femme. Le papa ne veut plus rien faire. Cette année, sur Facebook, vous n'avez pas idée du nombre d'appels. Oh là là. Appels aux dons aux femmes qui vivent seules avec leurs enfants. On en a tellement lu sur Facebook à cette rentrée scolaire où on a demandé de cotiser l'argent. Faites ci, achetez les cahiers, allez donner ça à la maman et payer un peu dans la contribution pour aider la maman à pouvoir assurer les charges. Ça ne va pas. Mais coach, ce qui me tente souvent, les papas là sont où? Ils sont passés par où? Ils sont vivants. Ils sont vivants. Oh. Et vous savez, ce qui m'étonne encore, c'est qu'il y en a qui ont les moyens. Et ma soeur, mais oui, ce que je te dis là, j'en ai vu. Ils ont les. C'est pas l'argent qui leur manquait. Mais parce que ils ne sont pas d'accord avec la femme. C'est l'ego, l'orgueil masculin. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la. Il dit, je ne donne pas. Et il est fier de dire, je ne donne pas. Elle n'a qu'à s'en occuper. De toute façon, c'est mon enfant. Ici, mon nom de famille. S'il va jusqu'à quand il va grandir là, il viendra à la maison. Il va me reconnaître. Quand j'entends des choses comme ça, je me dis, mais on va où? Dans quel monde on ne peut même plus privilégier l'intérêt de l'enfant. Hein? On ira où avec ça? Il faut qu'on change de paradigme mentaux. Il faut que les clichés stéréotypés, négatifs, qu'on a développés jusqu'à aujourd'hui là, il faut qu'on puisse les effacer. Moi j'ai l'habitude de dire, mais des soins on dit bobo, on dit le si toi-même tu ne voulais pas faire, tu ne vas pas tomber dans le piège. C'est parce que quelque part, il y avait le désir en toi de faire. Que quand tu as été confronté à la situation, ça n'a pas été difficile pour toi de faire. Résister. Alors, Madame Annick avait abordé un peu le sujet, mais je vais quand même reposer la question. Au Bénin, existe-t-il réellement ou véritablement un cadre juridique pour préserver le bien-être et l'avenir de ces enfants-là? Personnellement, je pense que le ministère de la Famille et de l'Enfant est un cadre idéal pour pouvoir aborder cette question. Il y a aussi le ministère de la Justice. Je pense que ce sont les deux instances auxquelles on peut faire recours lorsque vraiment ça ne marche pas.
et pouvoir se faire assister. Je pense qu'au ministère de la Famille, on peut diligenter des assistants sociaux vers les maisons pour pouvoir vraiment savoir comment ça se passe avec les enfants. Et si l'environnement n'est pas propice pour l'enfant, ces assistants sociaux peuvent dire, bon, cet enfant, il faut pouvoir l'amener dans une maison d'accueil et autres. Je me suis pas trop intéressée à ces aspects, mais je sais quand même qu'il n'y a que le ministère de la Famille, il n'y a que le ministère de la Justice, et maintenant il y a d'autres ONG quand même qui font ce genre de choses pour accompagner ces familles, ces enfants qui sont en difficulté. Mais je voudrais quand même rebondir sur la question de la scolarisation là, parce que ça me tient à cœur. Ce n'est pas parce que nous sommes séparés que moi, en tant que père, je n'aurai pas un œil regardant dans la scolarisation de mon enfant. Moi, je veux parler du cas pratique au fait, c'est-à-dire mon enfant va à l'école, je dois pouvoir savoir à la fin du mois ou à la fin du trimestre en tant que parent, même si nous ne sommes plus ensemble, le résultat que mon enfant apporte à la maison. Même si je n'apporte même pas un grain, c'est vrai que peut-être on dira que question d'ego fera que parce que je n'ai pas payé, je ne vais pas demander, mais normalement, c'est ce qui est normal. C'est dans la normalité, nous sommes. Je dois m'enquérir du résultat. On a parlé de l'autorité tout à l'heure. Je dois pouvoir, en tant que parent, demander à mon enfant qu'est-ce qui n'a pas marché ce trimestre-ci et tu as eu telle moyenne. Et si ça a bien marché, je félicite l'enfant. L'enfant a besoin, on dit, l'encouragement est pour l'enfant ce que l'eau est pour la plante. Et lorsque, même si je suis absent du cercle quotidien de l'enfant et que j'appelle ou qu'on m'envoie les photos du résultat de l'enfant, je dois pouvoir appeler mon enfant et dire « Ah, j'ai vu ton travail, ce trimestre c'est bon, tes moyennes sont bonnes, je t'encourage à continuer comme ça, tu as de l'avenir, etc. etc. » Et quand c'est moins bien encore, il faut chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça. Si l'enfant a le courage ou l'audace de dire, l'enfant peut te dire, papa, c'est parce que tu n'es pas là, ou maman, c'est parce que tu es absente que je pense à toi. L'enfant peut être en classe et juste parce qu'il a besoin de la présence de ses parents, il est là. Et qu'est-ce que les enseignants vont dire? C'est un enfant rêveur. Mais il ne rêve pas. C'est parce qu'il est submergé par les parents. Mon papa n'est pas là. Où il est? Ma maman n'est pas là. Elle est où? Et l'enfant, il est là, présent de corps, mais il est très loin d'esprit. Et il aurait suffi seulement que ce parent vienne passer ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes avec l'enfant et tout est joué. Et là, c'est aussi un cri je fais où il y a des parents parce qu'ils sont séparés et ils ont la garde de l'enfant. On dit, la maman ne viendra jamais voir mon enfant. Oui. Et il suffit que l'enfant, la maman s'entête et viennent voir l'enfant à l'école et que le père s'en rende compte. Qu'est-ce qu'on fait? On peut déplacer les enfants là. Exactement. Parce qu'on ne veut pas que la maman se rapproche, mais qu'on le veuille ou pas, il y a un lien, le lien maternel. Et il y a rien d'orgueil, mais ne perdons pas ça de vue. Il y a ce lien-là fort qui agit toujours. Ne détruisons pas ce que nous avons pris nous-mêmes nos mains pour construire. Nos querelles d'adultes, nos enfants n'ont pas à en partir avec ça. L'enfant, qu'est-ce que nous disons? L'enfant a besoin de la stabilité psycho-affective depuis la maison pour que l'école puisse y asseoir la connaissance. Lorsque l'enfant depuis la maison est instable psycho-affectivement, soyez sûr qu'à l'école, s'il n'a pas un enseignant averti, l'enseignant va encore aggraver sa situation. On va l'insulter, on va le taper. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas en train de l'aider. À moins que cet enfant ait de la rébellion. Je lance un cri aux pères qui refusent aux mères de voir leur enfant ou aux mères qui refusent aux pères de voir leur enfant. Nous n'avons pas fait l'enfant seul. Papa a apporté sa semence. Maman a été le socle qui a gardé, c'est-à-dire c'est le terrain qui a gardé cette semence et a fait mûrir cette semence. Nous les deux, nous avons droit sur l'enfant. Nos querelles, allons faire ça en dehors de l'enfant, mais l'enfant, préservons-le. Alors, ma dernière question, l'émission va à son thème. Ma dernière question, quelle stratégie appropriée faut-il adopter pour préserver l'avenir des enfants, quel qu'en soit le type de séparation? C'est la communication. Moi, je dirais, tout passe sur la communication. On peut se séparer
Et c'est en cela, ailleurs, sous d'autres cieux, tu ne sauras même pas que ce sont des couples qui sont séparés. On peut se séparer et être encore de bons amis. Parce que quoi, on est en train de sauvegarder les enfants. Il y en a qui sont séparés, qui ont même peut-être fait la séparation et qui choisissent de rester dans la même maison, mais ils voilent cette séparation aux enfants pour que les enfants puissent en arriver à une certaine maturité avant qu'on le leur annonce officiellement. Donc, la communication, elle est de base, elle est de mise. On est séparés, mais nous devons communiquer pour le devenir des enfants. Lorsque nous communiquons, nous trouverons les solutions pour pouvoir accompagner les enfants. Et si nous n'en pouvons pas, allons demander de l'aide. Il y a des psychologues. Aujourd'hui, aller en psychothérapie, ce n'est pas du yovo, ce n'est pas du luxe. Quand vous savez que dans la tête, ça ne marche pas, et parce que ça ne marche pas dans votre tête, ça impacte vos enfants, allez en thérapie. Vous allez peut-être faire ne serait-ce qu'une séance, 2 séances de thérapie, et tout va se repositionner. Le psychothérapeute va toucher ce qui est en train de mal fonctionner dans le cercle familial, et tout va se repositionner. Mais beaucoup encore dans notre environnement pensent que aller en thérapie, ou bien tu en parles parfois à des parents. Moi, j'en ai vu des parents, j'en ai rencontré des parents qui m'ont dit, tu traites mon enfant de fou. Non, aller en thérapie, ce n'est pas que l'enfant soit fou. Peut-être le fonctionnement de la famille empêche l'enfant d'assimiler, d'apprendre. Voilà, il y a plein de choses. Et ce que nous ne comprenons pas, c'est tellement vrai. En Afrique, on nous a habitués à garder nos émotions. Un homme ne pleure pas. Quand on te tape, un garçon ne doit pas pleurer. Une fois. Et puis, on a accumulé tellement des émotions qu'on se dit, oui, effectivement, c'est chez les Blancs, il faut aller en thérapie, alors que nous souffrons beaucoup plus. Moi, je le dis tout le temps aujourd'hui, à qui doit l'entendre et qui peuvent l'entendre, laisser les garçons pleurer. Parce que quoi, ça les suit dans les couples. Tu sais, tu es avec un partenaire qui ne peut pas t'exprimer. Il n'a pas d'émotion. Il ne t'exprime pas ses émotions. C'est pas qu'il n'en a pas. Mais qu'est-ce qu'on dit? Non, il y a vie. Tu es grand, non. Les émotions, quand on les emprisonne, ça éclate après. On a parlé d'émotions. Les émotions, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, il faut pouvoir les exprimer. Et nous, parents, nous en sommes aussi les acteurs. On ne laisse pas l'enfant exprimer parfois. Par exemple, 2 frères sont en train de se chamailler. Qu'est-ce qu'on dit rapidement à l'aîné? C'est ton petit frère. Non, je l'ai encore lu aujourd'hui. C'est ton petit frère. Je suis concernée et ça m'interpelle. C'est ta petite soeur. Et on ne permet pas à l'autre enfant d'extérioriser. Nous devons apprendre à accueillir les émotions de nos enfants, à les laisser en parler, parce que quand ça ne sort pas, c'est pas bon. Ça crée des maladies, ça crée un environnement malsain. Alors, vraiment, moi, franchement, j'ai été... D'accord, ok, quelques minutes. Par rapport au cadre juridique qui protège les enfants, qui s'occupe de la désignation et la protection des droits de l'enfant en République du Bénin. Il y a la loi 1508 portant code de l'enfant qui s'occupe de ça. D'accord. Donc, au Bénin, les enfants ont quand même un cadre juridique particulier qui s'occupe de leur protection et de leur bien-être. Il faut juste pouvoir se rapprocher, comme Dr Anikel a dit, des centres spécialisés dans ce sens, pour savoir exactement ce qu'il en est. Maintenant, par rapport à la dernière question, concernant ce qu'il faut préconiser pour préserver les stratégies concernant les enfants. Moi, je dirais qu'il faut surtout... Elle a parlé de communication, mais moi, je vais insister sur la bonne écoute attentive. Une chose est d'écouter. Une autre est de bien écouter. Et une autre encore est de bien écouter attentivement. D'accord. Parce que la bonne écoute attentive, par définition, c'est de pouvoir regarder avec les yeux, écouter avec les oreilles et compatir avec le cœur. Vous savez, moi, je suis
spécialiste de la thérapie du cœur. Et tout ce que nous faisons, nous touchons le cœur. Parce que ce soit les émotions, les passions, les pulsions, les fantasmes, tout ce qui a rapport avec émotion, avec sentiment, tout part du cœur. Et donc, il faut pouvoir pratiquer la bonne écoute attentive avec l'enfant en arrivant à un niveau où vous arrivez à partager votre cœur avec vos enfants. Ça, c'est un exercice qu'il faut apprendre à faire. Pouvoir partager. Vous devez être en mesure de lire dans le cœur de vos enfants. Quand vous arrivez à ce niveau, plus rien ne vous échappe. Plus rien ne vous échappe concernant l'enfant. Quand l'enfant est joyeux, vous le savez. Quand il est triste, vous le savez. Même avant de sortir de la maison et d'aller à l'école, vous avez déjà une idée de l'état de l'enfant, psychologique de l'enfant. Et quand ça ne va pas, vous savez quels sont les mots qu'il faut trouver pour apaiser d'abord le cœur de l'enfant avant qu'elle ne sorte avant que l'enfant ne sorte de la maison. Et maintenant, à part pratiquer la bonne écoute attentive, il faut pouvoir être en mesure d'amener votre enfant à faire un vidage de son cœur. Ça manque drastiquement dans beaucoup de familles. Il faut, au-delà du fait de communiquer avec les enfants, les amener à se vider. Effectivement. Ça fait partie du mécanisme de l'écoute. Se vider. Parce que quand l'enfant ne vide pas ce qu'il a en lui, et qu'il y a déjà le dépôt négatif qui est là, et que d'autres encore viennent s'accumuler, à un moment donné, l'enfant explose. Donc il faut pouvoir, c'est-à-dire, même quand c'est un mois, c'est-à-dire dans un mois, même si c'est une fois dans le mois, il faut pouvoir s'asseoir avec les enfants, discuter avec eux, les écouter attentivement et les amener à vider leur cœur pour que le bon dépôt il entre à nouveau. Et le bon dépôt dont il est question, c'est de pouvoir démontrer à l'enfant beaucoup d'amour, comme je l'ai dit tantôt. Il y a des parents qui ne savent même pas dire à leurs enfants qu'ils les aiment. C'est vrai. Ouvrir la bouche même pour dire je t'aime, mon chéri, papa, je t'aime. je t'aime, maman. Je t'aime, mon chéri, je t'aime. Il y a des parents qui ne savent même pas dire ça à leurs enfants. Oh, l'enfant a besoin d'entendre ça. Faut pas, je vais appeler le nom de la région là-bas. Hein? Il y a des enfants qui ont besoin la d'entendre région ça. là-bas. Là. D'entendre papa lui dire, fiston, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Pour que le capital amour de l'enfant soit élevé. C'est très important. Donc, il faut pouvoir aller à la découverte de l'univers du cœur de son enfant. Le cœur, c'est-à-dire, le cœur humain est tellement complexe que quand vous ne savez pas quel type de cœur vous avez, vous ne pouvez même pas bien partager votre cœur avec vos enfants. Il y a des parents qui ne savent même pas le type de cœur qu'ils ont. Si vous leur demandez là, ils ne sont même pas en mesure de vous dire, voilà le type de cœur que j'ai. Alors que le type de cœur que vous avez détermine votre qualité de vie. C'est ça qui détermine en fait la qualité de vie que vous avez. C'est quoi les types de cœur? Ah, ça, c'est un autre débat. Ah, d'accord. Si vous voulez qu'on en parle, on reviendra sur le plateau, on va développer. Et les gens comprendront que, par exemple, je vous donne un exemple terre à terre. Oui. Si je devais ouvrir là tout de suite le supermarché des cœurs, où on vend des cœurs, oui. Si je vous dis quel est le type de cœur que vous voulez, vous avez envie de venir acheter dans mon supermarché de cœur pour être heureuse, qu'est-ce que vous me direz? Bah, justement, je ne sais pas quel type. C'est pour ça que je demandais. Moi, je dirais l'harmonie. Un cœur harmonieux. Ok, un cœur gentil. Voilà. Ok. Un cœur gentil. Compatissant. Un cœur compatissant. Un cœur harmonieux. Vous voyez déjà? Donc ça veut dire que chaque être humain détermine en fait son bonheur à travers le type de cœur qu'il choisit d'avoir. Vous savez, vos enfants ont chacun leur type
de cœur. Ouais. Et vous devez arriver à connaître le type de cœur de chaque enfant pour être en mesure de partager vous-même votre cœur avec vos enfants. Et ça, il faut pouvoir suivre la thérapie du cœur. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ont des cœurs dévastés. Chers parents, faites en sorte d'amener vos enfants à suivre une thérapie du cœur pour les amener eux-mêmes à connaître le type de cœur qu'ils ont. Le type de cœur qui va leur procurer du bonheur, de la joie, pour que dans le cocon familial, on puisse avoir l'harmonie. Même si les parents sont séparés, que les enfants aient quand même l'opportunité d'avoir un repère, d'avoir des ligaments, des liens qui vont les tenir, qui vont les amener à vivre une vie épanouissante et embellie. D'accord, on me fait déjà signe. Nous sommes à peine 5 minutes de l'émission. Nous allons très vite faire ce jeu. Madame Annick, oui, on ne va pas rater ça. Vous allez choisir voilà, un papier là, dans le bocal. Je ne suis pas préparée à ça. Non, c'est rien de compliqué. Alors, vous me remettez, je vais vous lire ça tranquillement et puis vous allez répondre. Mais je peux m'abstenir de répondre aussi. Mais non, vous allez répondre. Bon, c'est une jolie question quand même. Quel repas vous faites le mieux et les enfants adorent à la maison? Quel repas vous faites le mieux et les enfants adorent à la maison? Quel repas je fais le mieux et les enfants adorent à la maison? Je dirais le riz. Ils aiment trop le riz. Le riz sous toutes ses formes. Riz au gras avec sauce. Parfois, même on me fait la bagarre lorsque la friture est terminée. Il n'y a pas de jar. Je dois manger le riz avec jar. Matin, midi, soir. Avec le piment et l'oignon. Aïe, 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 aïe. Et on met ça dans le pain, on met ça sur haricots, on mange avec le manioc, on mange avec l'igname. L'Afrique aussi, on a de bonnes choses. Tout. Alors, Madame Amédée, à votre tour. Ok. Voyons voir ce que vous avez choisi. Quelle est la punition la plus sévère que vous avez déjà donnée à votre enfant? La punition la plus sévère. La punition la plus sévère. Bon, je ne suis pas le genre de père qui punit en fait les enfants. Les enfants, c'est quand en une année je peux compter le nombre de fois que je punis l'enfant. D'accord. Je préfère la communication, le dialogue. Je suis une mère qui parle beaucoup et qui communique beaucoup avec les enfants. Parce que j'estime que c'est la meilleure manière d'éduquer l'enfant, c'est d'amener l'enfant à être plus responsable, à comprendre que quand vous posez des actes, il y a des conséquences. Et ces conséquences peuvent soit être positives ou négatives. Mais quand les conséquences sont là, il faut pouvoir assumer. Et donc, moi, ma manière de punir là, c'est que quand tu poses l'acte et que toi-même tu sais que tu as posé l'acte, je te demande quelle punition toi-même tu veux pour toi-même. Le libre de choisir quoi. Tu es libre de choisir la punition que tu veux. Ah mais là c'est si tu veux la bien chicotte, ça. tu me dis que c'est la chicotte. Si tu ne veux pas la chicotte, c'est que tu veux, tu dis. Si c'est que tu seras privé de ton déjeuner, par exemple. Ta punition. Et quand ça, la punition tombe là, faut pas tu vas commencer par renflouer la mine. Voyez, c'est toi-même qui as choisi. Maman est trop douce. Donc après ça, quand la punition est levée, tout revient à la normale. Donc là, l'enfant même comprend que la prochaine fois, il ne doit plus commettre cette erreur-là. C'est pas les nous on attache dans les fils de... vous savez, moi j'ai eu une enfance tellement douloureuse. Quand je vous dis douloureuse, elle est vraiment, j'ai été sujette à des violences pas possibles. Mais oui, j'ai été sujette à des sévices corporels dans mon enfance. Du coup, je me dis, je ne me vois pas en train d'infliger ça pour les enfants. Le même châtiment à mes enfants. C'est ça. Donc je préfère communiquer. Mais je vous rejoins, moi, mon père militaire, quand il me lance à sa rangesse en haut, il me récupère. Ça continue. Oui, la dernière. Alors, j'espère que je pourrai y répondre. Mais oui, c'est pas des questions.
Ok, qu'est-ce qu'un enfant a déjà fait qui vous a plus énervé? Quelle attitude peut-être ou quelque chose qu'il a fait qui vous a déjà plus énervé? Ils en font tellement. Bon, le plus qui vous a vraiment, genre le jour là, si vous pouvez le prendre comme ça et le jeter dans ton tombeau là. Dieu nous épargne ça. C'est ça. Ah. Qu'est-ce que mon enfant a déjà fait qui m'a le plus énervé? Peut-être, c'est vrai que ce que je vais dire, je vais aller dans le bon sens en même temps parce que c'est tout simplement parce que c'est par manque de compréhension que nous nous énervons au fait. Et de plus en plus, je travaille sur ça. C'est-à-dire, vous voyez, surtout quand vous avez de jeunes enfants, pour un rien du tout, ils peuvent commencer par pleurer. Et vous vous demandez, mais ce pourquoi tu pleures là, est-ce que ça a besoin à ce que tu t'énerves, tu te roules par terre, tu commences par pleurer? Et parfois, on hausse le ton, on crie, alors qu'il suffit tout simplement qu'on prenne l'enfant vers nous, qu'on lui donne de la chaleur et l'enfant se calme. C'est-à-dire, les enfants, quand ils sont jeunes, au fait, ils n'arrivent pas à exprimer leurs émotions. Les tout petits n'arrivent pas vraiment à exprimer. Moi, j'ai de jeunes enfants. Même si j'ai une ado, on a passé cette étape, mais j'ai de plus jeunes. Ils n'arrivent pas à exprimer et leur premier langage, c'est les pleurs. Et nous, ça nous énerve, alors qu'au lieu que cela nous énerve, on doit nous mettre à la hauteur de l'enfant. D'ailleurs, même de plus en plus, les conseiller, lorsque nous voulons parler à nos enfants, de les regarder dans les yeux, surtout quand ils sont plus jeunes, de nous rabaisser à leur niveau pour que le contact visuel puisse se faire. Moi, je l'ai tellement dynamisé dans ma maison où on me dit, maman, tu ne me regardes pas. Quand je suis occupée à autre chose, tu ne m'as pas regardé. Parce que quand tu regardes l'enfant, il sait que tu es avec lui. Donc, je dirais, les débuts où je commettais ces erreurs, c'était l'enfant pour un rien du tout, pour un oui ou pour un non, se met à pleurer. Mais aujourd'hui, je travaille quotidiennement ça pour pouvoir je voudrais titiller un peu sur ce qu'elle a dit là. En fait, l'éducation que nous recevons de nos parents fait que moi, par exemple, j'ai dû apprendre ça. Et quand j'ai été formée dans le Mind Education, on m'a dit la bonne écoute attentive, c'est regarder avec les yeux, écouter avec les oreilles et compatir avec le cœur. Mais il a fallu que j'apprenne aussi à le faire avec mes enfants. Pourquoi? Parce que l'éducation que nous avons reçue, quand une personne âgée te parle, tu as la tête baissée. On ne regarde pas la personne. Tu n'as pas le droit de regarder dans les yeux de la personne. Et ça, beaucoup de parents ont reçu cette éducation. Et ça les bloque dans la communication qu'ils doivent avoir avec leurs enfants. Je voudrais vraiment souligner ça. Et s'il y a des parents qui sont dans ce cas, qui m'écoutent aujourd'hui, je vous dis, les choses ont changé. Commencez par regarder vos enfants dans les yeux quand vous leur parlez. Ça les sécurise et ça permet un contact, c'est-à-dire une certaine connexion entre vous et l'enfant. L'enfant se sent en paix, l'enfant se sent plus écouté, plus sécurisé quand ça se passe comme ça. Je vais peut-être dire une bêtise. Moi, j'ai jamais vu, quand j'étais de l'enfance à l'adolescent, j'ai jamais vu mon père sourire. Il est tout le temps la mine renforcée. Quand il vient à la maison, jusqu'au point où un jour, les deux étaient là, ma mère, mon père, j'étais là, je les regardais. Il était tellement... J'ai jamais vu ses dents, en fait. Et un jour, j'ai dit à maman, mais comment le gars, là, il t'a dragué, en fait? Et tu as accepté. Ma mère ne s'attendait pas à ce que je pose. Tellement je vois le gars. Elle dit, mais pourquoi? Je dis, mais tellement j'ai jamais vu mon père. Mais je me dis, à quel moment il peut parler pour dire même que je drague une femme et que tu es sa femme? Et puis, je ne comprends pas. Oh, franchement, les parents d'avant, quoi. La dernière, je vous jure, on doit changer, comme vous l'avez dit. Il faut des émissions comme ça pour changer les mentalités et les amener à comprendre que les choses... Moi, c'est après le bac, j'étais déjà à l'université avant que mon père ne commence par rigoler avec moi, parce que là, il se dit, bon, elle a grandi, elle a eu le bac, etc. Qu'est-ce que vous changerez si on vous donnait l'opportunité de redevenir enfant? Wow. Ah, c'est une question, ça. Waouh, vraiment. Ah ben, comme tout enfant qui a envie de rester avec son père et sa mère, avec une baguette magique,
sont issus aujourd'hui de parents divorcés, que ces parents se remettent ensemble, qu'il y ait l'amour et que ces enfants puissent vivre avec leur père et leur mère. C'est ce que je changerais le plus. C'est de voir les enfants grandir dans le cocon familial, jouir de la joie d'avoir leur père et leur mère avec eux. Oh, c'est un noble. Nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de conclure, Madame Anniké, votre mot de la fin? Elle sera résumée en une phrase. C'est ça. Il n'y a pas de société harmonieuse sans une famille harmonieuse. C'est ça. Tout part de la famille. Et nous devons savoir que être parent, c'est un art. Nous devons savoir que nous devons tous, que nous soyons anciens dans la parentalité ou nous voulons commencer la parentalité, nous devons aller à l'école de la parentalité. On ne peut plus être parent au jour d'aujourd'hui et ne pas avoir un minimum de bagages sur la psychologie de l'enfant, sur la psychologie de l'adolescent, nous connaître nous-mêmes, la connaissance de soi, la connaissance de vis-à-vis qui est mon partenaire ou ma partenaire est primordiale. Donc la paix, on dit, n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Cette paix que nous voulons dans nos sociétés, cette stabilité que nous voulons dans nos sociétés, tout part de la famille. Et il faut forcément que la famille regarde l'intérêt premier de l'enfant. C'est très important ce que vous venez de dire. Madame Amédée, votre mot de la fin? C'est pas encore mon mot de fin. Ah non. Je reviendrai encore. Bon, voilà. Mais pour le moment... Le sujet est tellement vaste. C'est ça. On va en parler. C'est ça. Mais déjà, puisque l'occasion m'est donnée de dire quelque chose, je voudrais demander pardon à tous les enfants qui, aujourd'hui, sont blessés intérieurement. Je voudrais leur dire à tous ces enfants qui me suivent aujourd'hui et qui pleurent en silence, je voudrais leur dire, guérissez de vos blessures intérieures. Parce que même vos parents, ils ont été à une école. Et c'est ce qu'on leur a enseigné, c'est ça qu'ils vous inculquent. Et ce n'est pas forcément leur faute. Guérissez. Maintenant, à un parent qui m'écoute, je veux dire à un père qui, à un moment donné, a quand même eu une toute petite parcelle de joie en voyant son enfant venir au monde, mais qui, pour une raison ou une autre, se retrouve aujourd'hui ne pas être avec la maman. Je veux dire à ce papa-là, papa, si tu m'écoutes, repense à ce moment, à ce bonheur que tu as eu à un moment donné et recommence à aimer ton enfant. Recommence à chérir ton enfant. Recommence à être plus présent dans la vie de ton enfant. Et à une mère qui m'écoute, une mère qui plie sous le fardeau, sous le poids de se retrouver seule en train de s'occuper de son ou de ses enfants. Je vais dire à cette maman, courage. Courage, beaucoup de persévérance. Courage en ce sens que ça n'a pas toujours été facile de jouer le rôle de deux personnes à la fois. Mais quand ça arrive ainsi, il faut se dire que c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut regarder en avant. Il faut continuer de croire en soi-même. Il faut continuer de vivre. Il faut continuer d'aimer, de continuer à aimer pour pouvoir permettre à ses enfants d'avoir un repère, même quand le père n'est pas là. Voilà mon cri de cœur. J'aime bien votre... Ça fait la deuxième fois que vous l'employez, un repère. Non, le père pour un repère. La première fois, un repère alors que le père n'est pas là. Non, mais c'est une bonne phrase que je vais utiliser la prochaine fois. Nous sommes à la fin de cette émission. Moi, je suis tellement émotive. Elle a failli me faire pleurer. On va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Madame Anniké, merci beaucoup. Merci, Coach Amédée, merci d'être là. Et bye bye. Portez-vous bien. Bye.